Bienvenue à ce webinaire qu'on organise. Donc moi, je m'appelle Louis-Baptiste France. Je suis le directeur data de Socio Data Management. Socio Data Management, c'est un cabinet de conseil et d'expertise en data. Donc on intervient vraiment sur toute la chaîne de valorisation de la donnée. Et notamment, on a une mission aujourd'hui en cours auprès de la société Fortuneo, avec lesquelles on travaille sur des sujets de NLP. Donc on a la chance d'accueillir aujourd'hui le responsable Head of Data Science de Fortineo, Adrien Bouot, qui va nous faire un retour d'expérience sur l'utilisation du NLP chez eux, notamment pour améliorer la relation client. Donc Adrien, je t'invite à venir sur scène. J'espère que toi, la cam parfait, fonctionne. Et je te laisse la Ça main. fonctionne bien. Tu m'entends déjà? Moi, je t'entends. Parfait. Bonjour à tous. Effectivement, Société Data Management nous accompagne sur divers volets au sein de Fortuneo, et notamment d'ailleurs sur la thématique qu'on va aborder ici, donc sur la partie NLP. Moi, ce que j'ai un petit peu envie de vous présenter ce matin, c'est ce qu'on a fait, par quoi on est passé chez Fortuneo pour traiter nos données textuelles. Vous allez voir, hein, c'est principalement autour des emails qu'on a travaillé. C'est un sujet qui est assez récent pour Fortuneo. Quand je dis assez récent, c'est un sujet qui date de fin 2019, les premiers travaux. Donc, ça a été principalement toute la période 2020 sur lequel on a mené ces avancées. On est toujours en cours sur diverses parties. On aura l'occasion peut-être d'en parler. Mais en tout cas, voilà, c'était de faire ce retour d'expérience sur ce qu'on a mis en place. Donc, au départ, je vais quand même vous recontextualiser très rapidement qui on est, etc. chez Fortuneo. Pourquoi on a été poussé à faire du NLP chez nous? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Comment on l'a mis en place? Et finalement, ce qu'on a appris sur ces premiers travaux autour du NLP. En termes déjà de contexte, avant de démarrer sur spécifiquement notre sujet, Fortuneo, si vous ne le savez pas, c'est une banque en ligne qui propose tous les services qu'une banque classique peut proposer, à part qu'évidemment, c'est digitalisé. Donc, vous pouvez absolument tout faire en ligne et on connaît une période de croissance, l'entreprise a un peu plus de 20 ans, et on connaît une période de croissance, de forte croissance depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et la Covid, pousse de plus en plus d'acteurs à se digitaliser. Donc évidemment, quand vous êtes déjà digitalisé, ça vous permet de répondre directement aux besoins de vos clients. Donc l'activité est pas mal impactée par ça aussi. J'ai pris l'exemple de l'histoire d'Élise. Alors Élise, c'est une conseillère chez Fortuneo. Une conseillère chez Fortuneo, c'est quelqu'un qui va essayer de répondre aux besoins de nos clients, quels qu'ils soient, que ça soit pour des problématiques purement bancaires ou des renseignements ou alors pas forcément des conseils en investissement, parce que ça on n'a pas le droit, mais de tout ce qui est autour de la banque et des outils bancaires. Et donc, Élise, elle reçoit quotidiennement énormément de mails qu'elle traite. Quand je dis énormément, c'est évidemment au prorata du nombre de clients. Et elle reçoit ce type de mail. Donc, typiquement, Monique, c'est un vrai mail. Alors, évidemment, j'ai pas mis le nom de famille, j'ai un petit peu changé la date, etc. Mais c'est un vrai mail qu'on a reçu. C'est une personne qui avait visiblement activé elle avait reçu sa carte bancaire, elle avait activé sa carte bancaire sur Internet, elle avait bien suivi toute la démarche. Et malgré tout ça, ce qu'elle a constaté, quand elle a voulu acheter des produits chez un commerçant, son sans contact ne fonctionnait pas. Et donc, du coup, elle voulait savoir pourquoi finalement sa carte bancaire ne fonctionnait pas. Il faut savoir qu'Élise, et comme tous les conseillers chez Fortuneo, quand ils reçoivent ce type de mail, il y a une phase d'analyse, évidemment, essayer d'objectiver un petit peu ce mail, essayer de le synthétiser. Et donc, elle va, consciemment ou inconsciemment,
analyser chacune des parties de cet email. Donc, on va essayer de suivre un petit peu ce process. Donc, Monique nous dit, j'ai activé le paiement sans contact. Déjà, il faut se poser la question, c'est comment elle a activé? Est-ce que c'est via l'application? Est-ce que c'est via le site, etc. Parce que évidemment, ça peut avoir un impact sur, après, derrière, ça peut être une explication possible. Imaginons que on a eu un problème à un instant T sur l'application, et qui a fait que la connectique ne s'est pas faite, peut-être que c'est lié à ça. Ensuite, elle nous dit une carte bancaire. Quelle est sa carte bancaire? Alors déjà, il y a la gamme de la carte bancaire. Hein. Nous, on a différentes gammes. Une World Elite, c'est d'autres cartes black. Les Gold, c'est cartes à peu près classiques. Les Phosphos, c'est plutôt les cartes assez plutôt jeunes, voyage, etc. Alors, bon, côté voyage, actuellement, c'est un peu limité, mais c'est l'idée avec d'autres spécificités. Ça, c'est déjà une première idée. Et puis, vous avez aussi, il faut savoir qu'une carte bancaire, c'est fabriqué. Il y a une usine derrière qui fabrique la carte bancaire. La puce que vous avez à l'intérieur, c'est une technologie. Il y a des numéros de version qui sont faits. Les programmes ne sont pas les mêmes d'année en année. Il y a des évolutions et autres. Et le sans contact a été, si vous ne l'avez pas dans les anciennes cartes bancaires, c'est parce que intrinsèquement, dans la carte, il n'y avait pas la possibilité de le mettre. Donc, c'est intéressant de savoir quand est-ce que la carte bancaire a été fabriquée, quel est son numéro de série, etc. Et puis, elle nous dit son paiement sans contact ne s'est pas effectué. Mais où est-ce qu'elle l'a effectué, ce paiement sans contact? Est-ce qu'elle a effectué sur si elle avait été un péage, si elle était chez un commerçant? Est-ce que son commerçant, est-ce que le moyen, le terminal était connecté ou pas à Internet? Parce que on peut faire des demandes d'autorisation de cartes, d'autorisation pour le fait qu'il y ait suffisamment de solde sur le compte, etc., etc. Et puis, il faut essayer de comprendre la demande, finalement, de notre cliente. Là, elle me demande merci de donner des explications. Alors, on imagine bien que derrière le merci de me donner des explications, c'est dit gentiment pour nous dire bon, faites que ça fonctionne. J'ai une carte bancaire de paiement, il faut que je puisse payer avec. Si je ne peux pas payer avec, ça ne sert à rien. Donc, évidemment, c'est au-delà de donner des explications, c'est aussi de faire en sorte que ça fonctionne. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'évidemment, nous, êtres humains, on l'a. Ce fait que merci de me donner des explications, c'est pas des explications qu'on attend, c'est le fait que ça fonctionne, mais une machine, c'est pas tout à fait comme ça. Ça réfléchit. Et donc, Élise, pour traiter cet email, elle va véritablement mener une enquête pour essayer de comprendre pourquoi, chez cette cliente, chez Monique, ça ne fonctionne pas. Elle va déjà vérifier que dans les applicatifs, le moyen de paiement est bien activé. Parce que ça arrive très régulièrement, des personnes se plaignent que le sans contact n'est pas actif, et tout simplement parce que eux ne l'ont pas activé. Et par défaut, on n'active pas pour des questions de sécurité. C'est au client de faire cette démarche-là. Bon, pour Monique, elle avait correctement suivi la procédure, elle avait correctement activé. On va quand même questionner en interne, au middle office notamment, etc., pour savoir s'il y a des problèmes d'activation de sans contact, etc., s'ils ont eu vent de tout ça, et autres. On va se renseigner ensuite sur l'usine, de savoir si, je vous ai parlé que c'était un produit qui était physique, un produit qu'on construisait, peut-être qu'il y a eu un défaut au moment de la fabrication. Ça arrive. C'est déjà arrivé, c'est plutôt très très rare, mais ça peut arriver. Donc, on se renseigne. Et avec tout ça, on se rend compte que, visiblement, il n'y a pas de problème de notre côté. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait véritablement pas de problème, mais simplement, on n'a pas réussi, à travers tous ces échanges, à trouver, de dire, ah tiens, oui, c'est parce qu'il y a tel ou tel sujet. Donc évidemment, ensuite, on va retéléphoner à notre cliente, à Monique, et pour essayer de comprendre un petit peu plus, d'avoir d'autres éléments de contexte, et puis peut-être de faire d'autres tests physiques, etc. Et là, quand on téléphone à Monique, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, donc évidemment, ça, il y a eu un peu de temps, hein, c'est pas un instantané tout ça, hein, ça met plusieurs jours, etc. Donc on va y téléphoner une semaine, 10 jours plus tard, à Monique. On va essayer de déranger le moins possible nos clients. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, la carte de Monique fonctionnait tout à fait.
simplement, elle, quand elle est allée faire des courses, eh ben, c'est que tout simplement, elle avait pris son ancienne carte et naturellement, elle était désactivée, son ancienne carte, et donc ça ne fonctionnait plus. Donc évidemment, on l'a encouragée à détruire son ancienne carte pour utiliser celle-ci. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que la cliente en soi, il n'y avait pas tellement de sujets. Elle nous a alerté pour un sujet qui n'existait pas. Mais nous, chez Fortuneo, on va le traiter tel quel. Il y aurait eu un problème avec la carte, on aurait suivi le même déroulé, ça nous aurait pris du temps, etc. Et des situations comme des cas comme Monique, je ne serai pas là, parce que des cas comme Monique, il y en a énormément. On reçoit énormément de mails, je l'ai dit. Il y a des fois où il n'y a pas tellement de problèmes. Il y a des fois où il y a des problèmes. Et puis il y a des fois où c'est simplement des mails pour avoir des informations. Par exemple, on a régulièrement des emails pour avoir des augmentations de plafond de cartes bancaires, pour pouvoir retirer plus en borne, par exemple, ou pouvoir payer plus. On reçoit régulièrement des mails sur des demandes d'informations pour tel ou tel service, tel ou tel produit. On reçoit aussi des mails pour dire « Ah ben tiens, j'arrive pas à me connecter au site internet, à mon espace client, comment ça se fait ?» Donc on essaye un petit peu à chaque fois de parer à toutes ces situations-là. Mais ce qu'il faut retenir dans cet exemple, c'est qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'humains derrière et que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Parce que, vous voyez, Élise, c'est un peu l'élément central. Elle va elle va se connecter à l'ensemble des sites, elle va se connecter, elle va se rapprocher d'autres équipes, potentiellement de partenaires. Elle va essayer de comprendre. Et cette phase de compréhension prend énormément de temps. Et donc, du coup, on s'est dit que peut-être qu'on pouvait, si on avait la possibilité d'analyser le contenu des emails, tout simplement essayer d'optimiser cette étape-là. Donc notre enjeu derrière la mise en œuvre d'un outil qui ferait l'analyse d'email, c'est de réduire le temps d'analyse des conseillers, d'apporter des outils qui lui permettent de lui rendre la vie plus simple, afin évidemment d'apporter une réponse qui est plus pertinente, plus rapide. Ça évite aussi de faire potentiellement des erreurs, ou en tout cas de chercher dans la mauvaise direction. Et tout ça, évidemment, derrière, c'est qui en bénéficie? C'est évidemment directement le client. Parce que si vous arrivez à répondre à une problématique client en l'espace de quelques minutes au lieu de plusieurs heures ou plusieurs jours, en termes de satisfaction client, c'est bien mieux. Parce que, évidemment, des problèmes ou des demandes, c'est légitime que les clients en aient. En revanche, c'est aussi légitime que le client attende que leur demande soit répondue dans un temps qui est de l'ordre de l'acceptable. Donc, plus on réduit le temps de réponse, mieux plus la satisfaction cliente est importante. Juste pour vous donner dans le contexte, c'est qu'on s'est même posé la question de savoir, comme ça a été une grande mouvance chez certaines grandes entreprises, de dire peut-être que le canal email, chez nous, est chronophage, nous permet pas de répondre rapidement aux questions, etc. Est-ce qu'on doit le couper ou pas? Ça peut aussi venir nourrir ce type de réflexion. Les grands opérateurs téléphoniques qui l'ont fait, bon, la satisfaction client n'est pas extraordinaire, donc nous, on ne se passe pas trop là-dessus, mais c'est des réflexions qu'on peut avoir. Notre premier objectif pour répondre à cet enjeu, ça a été de mettre en place une IA qui, de manière automatique, arrive à détecter quel type de mail on a à faire, quelle est la thématique, quelle est la catégorie de cet email. Est-ce que c'est une demande d'information sur nos produits? Est-ce que j'ai, comme Monique, j'ai un problème, j'ai un souci lorsque je fais un paiement, ou j'arrive pas à me connecter au site, ou je veux faire telle ou telle action, je veux augmenter les plafonds, etc. etc. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, sur laquelle j'en toucherai deux mots après, c'est de dire, OK, une fois qu'on a fait ça, on a thématisé, etc., de manière automatique, c'est comment je fais pour
apporter des éléments de réponse à nos conseillers et puis, in fine, à nos clients rapidement. Donc après, on va creuser catégorie par catégorie. On va pouvoir mettre en place des outils qui permettent d'apporter des réponses plus rapidement. Par exemple, dans le cas de Monique, je peux vous donner un exemple, ça serait potentiellement de « Ah bah tiens, j'ai un problème de moyenne sans contact », c'est directement d'apporter les éléments pour dire si l'activation a eu lieu à telle date, par tel et tel moyen, ça concerne tel ou tel type de catégorie de carte, etc. Avoir déjà des éléments qui, au lieu d'aller chercher dans différents outils. Mais concentrons-nous sur la partie thématisation, labellisation thématisation des emails. On a mis en place une démarche assez classique chez nous, et puis de manière générale, pour faire des algorithmes machine learning. On a une première étape où on va se dire qu'on va essayer de récupérer la donnée, une deuxième étape où on va la préparer, une troisième étape où on va créer un modèle, on va le tester, mesurer les performances, l'améliorer s'il y a besoin, et puis ensuite le mettre en production. La première étape, obtenir des données, là, il n'y a pas tellement de difficultés. En tout cas, chez nous, c'est pas tellement aussi du sujet qui ressort de la data, de collecter les emails, etc. Nous, on a juste le résultat. On récupère les emails dans notre back-office et puis on peut les atteindre. Ça peut commencer à être un sujet si, par exemple, vous commencez à imaginer, à mettre en place, par exemple, ce qu'on peut appeler un mailbot, qui est potentiellement une réponse automatique à vos emails et potentiellement en temps réel. Nous, la nécessité du temps réel est assez limitée parce que, comme vous le voyez, il y a des traitements, on aime bien le côté humain, donc dans tous les cas, on ne répond pas en instantané à nos clients. On ne veut pas que ça soit un bot qui réponde en instantané parce qu'on doit aussi apporter le côté un peu qualitatif, etc. Et donc, chose que vous ne pouvez pas forcément retrouver, en tout cas à l'état actuel des outils qu'on a à disposition. Et donc, pour l'instant, pas de difficulté. Ensuite, on rentre dans la partie préparation de données. Là, c'est là où on a rencontré le plus de difficultés. C'est là où véritablement il y a eu un enjeu. Il y a eu un enjeu pour différentes raisons, notamment le fait que, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui est finalement assez récent chez Fortuneo. Je vous dis que le date de démarrage, c'était le deuxième semestre de 2019. Et donc, forcément, il y avait aussi à apprendre de tout. D'une part des équipes qui n'avaient pas forcément travaillé sur cette thématique, et puis d'autre part, même de faire monter en maturité en interne chez Fortuneo pour porter ces sujets. Prendre en main des données textuelles est un processus fastidieux. Donc là, je fais un focus sur cette partie-là. C'est là où on va retrouver les premiers travaux qu'on a menés. Quand vous recevez un email, vous recevez un texte qui est brut. Des mots qui s'enchaînent, etc. Il y a des lettres, il y a des caractères spéciaux, il y a tout ça. Une des premières étapes que l'on a mis en place, c'est déjà de structurer la donnée. Alors, structurer la donnée, structurer un email, ça veut dire beaucoup de choses, mais notamment le tokeniser. C'est-à-dire, en gros, pour faire très simple, vous avez une phrase, vous découpez votre phrase en vecteurs de mots. Au lieu d'avoir juste un gros bloc avec des mots qui s'enchaînent, etc., là, vous découpez ce texte en liste de mots. Ces mots, vous allez faire des traitements dessus. Vous allez vouloir, par exemple, les uniformiser. Plein de façons de uniformiser, normaliser ces mots, notamment, par exemple, les majuscules, on va les transformer en minuscules. Il y a des problématiques de ponctuation. Il y a des problématiques aussi de mots potentiellement mal écrits ou écrits de différentes manières, etc., etc. On va vouloir simplifier en général et pouvoir rendre comparables les mots entre eux. Donc, quand on a affaire, par exemple, à des conjugaisons de verbes, on va potentiellement les ramener au verbe, à l'infinitif. On va, par exemple, tout mettre au singulier ou tout mettre au pluriel, etc., pour que un mot, peu importe le contexte dans lequel il a été écrit, de pouvoir comme ça faire des rapprochements. Tout ça, on s'en sort
plutôt pas trop mal. Il y a pas mal de bibliothèques qui existent. Alors, il y a pas mal de bibliothèques qui sont en langue anglaise et beaucoup moins de contenu en français. Il n'empêche que il y en a quand même un certain nombre. Alors nous, on travaille euh, derrière, hein, on travaille en R, on travaille pas en Python. En Python, il y a quand même beaucoup plus d'éléments, en tout cas, qui sortent, qui est beaucoup plus vivant actuellement sur cette thématique-là. Mais il y a plein de librairies qui en font. Je pourrais en citer tout à l'heure quelques-unes. Ensuite, troisième étape, on va nettoyer les données. Alors, nettoyer les données, grosso modo, l'idée de se dire, c'est que dans un email, de manière générale, dans un texte, il y a plein de mots qui n'ont pas de valeur, n'apportent pas tellement de la valeur. Il y a notamment tout ce qu'on appelle les stop words. Les stop words, c'est tous les mots qui ne servent à rien, qui sont par exemple de, des, tout ce qui est voilà article, etc., que vous pouvez tout à fait enlever, mais vous avez aussi potentiellement des mots qui sont métiers, etc., pour se dire, bah, tiens, ce mot-là n'a pas d'importance, ce mot-là a de l'importance, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps d'établir une liste de stop words exhaustive. Vous en pouvez en trouver, hein, vous tapez stop words NLP, vous allez trouver des listes de mots qui sont déjà faites, mais faites attention quand même parce qu'il y a potentiellement des mots qui, dans votre contexte, peut vous servir, etc. Donc, nous, on a couplé ça avec aussi une partie que je n'ai pas d'ailleurs notée, mais qui est de la reconnaissance d'entité, qui permet de qualifier tel ou tel mot. Donc, il y a à la fois les mots que vous voulez supprimer, et puis il y a à la fois les mots que vous souhaitez conserver, de dire ben, à quoi ils servent. Par exemple, nous, on a des mots qui sont spécifiques, typiquement notre gamme de produits. On a notamment une carte qui s'appelle phospho. Bon, c'est pas un mot qui est français, etc. C'est juste un mot, un vocabulaire qui est propre à Fortunéo. Mais je ne sais pas si je suis de retour ou pas. J'ai l'impression. Parfait, nickel. Je continue. Hop. Voilà. Si vous voyez parfaitement l'écran. Ah bah tiens, Louis-Baptiste, je vois ta tête. Nettoyer les mots. Donc j'étais sur la partie nettoyage de mots, donc la partie stop words. Vous pouvez aussi utiliser des techniques, nous c'est ce qu'on a fait, notamment TF-IDF, qui permet de compléter en fait ces listes. TF-IDF, hein, c'est assez simple comme idée derrière, c'est de se dire, bah, en fait, dans les textes, vous allez trouver des mots à une certaine fréquence. Et si vous retrouvez des mots qui sont fréquents dans ce texte-là, donc dans cet email-là, mais qui sont aussi fréquents dans l'ensemble des autres emails, bah, c'est que potentiellement, ce mot-là n'a pas beaucoup d'intérêt pour comprendre cet email-là en particulier. C'est notamment les mots comme bonjour, merci, je, etc. Comme ça vous permet comme ça d'extraire. Et puis au contraire, des mots qui sont présents uniquement dans cet email-là ou dans très peu d'emails par rapport aux autres, bah, peut-être que ces mots-là ont une significativité. Des fois, c'est pas le cas, mais de temps en temps, c'est intéressant. Donc, ce type de technique, ça permet comme ça de mettre en avant les mots qui sont à faible valeur. Nous, c'est comme ça qu'on les a principalement utilisés, et également aussi à valeur potentielle. Et puis ensuite, on rentre sur la problématique un peu la plus dure, c'est thématiser les documents. C'est-à-dire, chez nous, hein, c'était catégoriser les emails, d'avoir en face de chacun des emails une catégorie qui lui correspond. Et là, j'ai mis Houston en a un problème parce que très clairement, on n'avait pas la façon dont on les traite. Comme je l'ai dit, c'est des conseillers qui reçoivent des emails et qui les traitent. On n'a pas à proprement parler de catégorie d'emails. On ne sait pas, comme ça, naturellement, dire bah tiens, il y a tant d'emails qui parlent de problématiques de carte bancaire.
il y a tant d'emails qui sont des demandes d'informations sur tel ou tel produit. On ne sait pas les thématiques de nos clients. Alors évidemment, on a un sentiment, parce que les conseillers, ils font ça depuis des années, ils savent très bien à quoi ils répondent. Donc évidemment, si on interroge un conseiller, il va vous dire, bah, tiens, il y a tel et tel sujet, etc. Mais c'est pas exhaustif, et dans les données, on n'a pas la précision, hein, le conseiller ne nous dit pas, bah, tiens, cet email-là fait partie de telle catégorie. Et donc, une première partie, ça a été déjà d'arriver à thématiser les documents. Ça nous a pris énormément de temps. Quand j'ai énormément de temps, c'est là où ça nous a pris quand même plusieurs semaines d'affilée pour répondre à cette problématique. Et on s'y est pris de différentes manières. Là, je le mets, on est des data scientists, on est une équipe de data scientists. Donc, évidemment, on s'est dit, bon, bah, on doit être un peu malin et arriver à catégoriser les emails de manière automatique, essayer de les regrouper par thématique. Et ça, pour ça, il y a plein de techniques qui existent. On a notamment utilisé la LDA. Alors, je ne vais pas vous décrire exactement ce que c'est la NDA, d'une part parce que je ne suis pas expert dans la NDA, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que c'est un outil qui nous permet, si vous définissez certains paramètres, nous permettent de catégoriser, de dire, tiens, de regrouper les emails entre eux qui font partie de telle ou telle thématique. Et ça se base évidemment sur des distanciations au niveau des mots. Donc, s'il y a des mots qui sont semblables, vous faites partie de la même catégorie. S'il y a des mots qui sont peu semblables, vous ne faites pas partie de la même catégorie. C'est une première technique qui a été intéressante, qui a donné certains résultats, mais qui n'étaient pas des résultats qui étaient opérationnels. Pourquoi ce n'est pas des résultats qui étaient opérationnels? Parce que, en fait, ce n'étaient pas des résultats qui étaient suffisamment précis. Je vous donne un exemple. Chez Fortuneo, on propose du parrainage. Le parrainage, c'est le principe qui est tout simple, c'est de dire, en tant que client, vous êtes ambassadeur de Fortuneo, et si vous arrivez à convaincre votre entourage de rejoindre Fortuneo, on vous rémunère, on vous donne une certaine somme. Ça varie dans le temps, ça va de 80 à 150 euros, etc. Ça dépend des produits, ça dépend de beaucoup de choses, mais en gros, c'est ce principe-là. On reçoit un certain nombre de mails au niveau du parrainage. On reçoit notamment le fait de j'ai parrainé un ami et j'ai toujours pas reçu ma prime parrainage, ma rémunération. Pourquoi? Ou alors c'est tiens, j'aimerais bien parrainer un ami et quel est le montant de cette prime, de la prime parrainage? Ou alors c'est comment je fais pour parrainer un ami, etc., etc. Et en fait, vous avez une dizaine de thématiques différentes que vous allez traiter de manière différente et qui tournent autour du parrainage. La LDA, ça permet de regrouper ces mails-là qui parlent de la même chose. Mais ça ne vous permet pas de comprendre précisément quelle est la thématique qui s'y cache derrière. Parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout la même réponse de savoir comment je fais techniquement pour parrainer quelqu'un à où est-ce qu'en est mon processus pour obtenir ma prime de parrainage. Et ça, des exemples, je pourrais vous en citer des dizaines. On a notamment un autre exemple, c'est quand vous êtes à l'étranger. Il y a beaucoup de questions qui sont au niveau de l'étranger. Vous avez potentiellement des problématiques de paiement à l'étranger. Vous avez également des problématiques de connexion au site Internet. Vous voulez potentiellement informer Fortuneo que vous partez à l'étranger pour qu'il n'y ait pas de problématique de blocage, parce que la fraude, en termes de fraude, etc., on peut bloquer des moyens de paiement si on ne sait pas que vous êtes à l'étranger, si on n'arrive pas à identifier que c'est vous, etc., etc. Mais le fait d'avoir une catégorie problème à l'étranger ou sujet à l'étranger, ça ne permet pas de répondre directement à la problématique de nos conseillers. Et donc ça a été notre première erreur, c'est d'appliquer purement et bêtement des outils de data science qui, confrontés au terrain, ne sont pas suffisamment pertinents. Mais on était dessus, particulièrement chez Fortuneo, et donc on a insisté en prenant d'autres approches. On s'est dit, bon, ok, le LDA ça marche pas, mais il y a bien des techniques qui fonctionnent, pas que nous qui sommes dans ce cas-là. D'essayer de
on a une base email, on veut catégoriser ces emails. Bon, on a utilisé d'autres techniques. Je vous en citer une autre. On est notamment passé par des systèmes de clusterisation de mots. Alors, j'ai mis notamment l'utilisation de n-grammes. Hein. Les n-grammes, hein, c'est un algorithme qui permet d'associer des mots ensemble. Par exemple, vous pouvez avoir très bien dans une phrase j'ai un problème avec ma carte bancaire. Bon, ben, carte et bancaire, souvent c'est relié entre eux. Donc, ça fait un seul mot. On va en général considérer que c'est un même bloc. Ça nous permet, et donc après, potentiellement, on peut les traiter, on peut les assembler ensemble. Par exemple, il y a des villes, l'exemple le plus classique, c'est New York. Bon, bah, New York, c'est souvent que c'est que les deux mots, il y a New et puis il y a New York, et puis sont rassemblés. Donc, en fait, c'est juste un seul mot ensemble. Donc, comme ça, on va pouvoir assurance vie, etc., etc. On va pouvoir comme ça regrouper nos mots ensemble. Ça vous permet de détecter des sous-groupes de mots fortement corrélés entre eux. Et après, derrière, on va appliquer, alors on a fait plein de choses, notamment de la théorie des graphes, etc., mais pour faire des liens entre les emails à travers des relations de mots et de faire une segmentation là-dessus. En termes de segmentation, on peut même utiliser des algorithmes classiques, hein, des canines ou autre. Bon, ben là, en fait, ça nous a donné des résultats qui étaient finalement pareils, de nouveau, peu exploitables. Et donc là, on s'est posé des questions, on s'est dit, OK, nous, on a nos emails, on a une base, on veut arriver à déterminer quand il y a un nouvel email qui arrive, à lui dire, bah, tiens, ça parle de telle ou telle thématique. Le problème, c'est qu'on a besoin d'avoir cette base de données d'apprentissage pour pouvoir entraîner notre modèle. On ne dispose pas de ça, on ne dispose pas d'historique. Comment on fait? Bon, ben là, finalement, on s'est dit, bon, ouais, OK. Concrètement, comment on fait sans ces outils-là de data science? Eh ben, on va faire simple. Il n'y aura pas d'effet un petit peu magique ou autre. Et ben, on va labelliser à la main. Donc, on s'est mis tous autour d'une table et puis on s'est dit, bah, tiens, on va faire des sessions où on va lire nos emails, on va lire les emails et on va les catégoriser. Alors évidemment, nous, on a commencé un petit peu à faire ça côté data, mais on a évidemment délégué une partie des travaux, donc ça demandait de la charge supplémentaire au niveau des conseillers, notamment, qui ont une vraie expertise, eux, là-dessus, et qui ont catégorisé. Catégoriser, je dis que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça, même si vous le faites à la main. Vous allez être confronté à des sujets simples, c'est de dire, bon, bah tiens, par exemple, le mail de Monique tout à l'heure, qu'est-ce que je marque? Est-ce que je marque problème, carte bancaire, problème sans contact? Il y a peut-être un autre conseiller qui va le nommer différemment, qui va voir pas tout à fait la même chose. Et donc, en fait, il y a un gros travail aussi d'uniformisation de toutes ces catégorisations. Donc, on a essayé de labelliser un très grand nombre de mails. Quand je dis un très grand nombre de mails, tout est relatif. En proportion, on a à peu près catégorisé 25-30 000 mails à la main. Ça a pris pas mal de temps. Ça nous a pris, mais concrètement, distribué à l'ensemble des personnes, etc., ça nous a pris une semaine à peu près pour faire ce travail. Et au bout de cette semaine, ça nous a permis d'obtenir notre première base d'apprentissage. Donc là, on était plutôt très heureux. Il faut savoir juste une chose, hein, si vous thématisez, etc., notamment à la main, c'est quel est le bon volume que vous avez besoin de catégoriser. Parce que, comme je le dis, ça, pour le coup, c'est chronophage, ça demande de la force de travail. On ne pouvait pas appuyer juste sur un bouton et ça fonctionne. Non pas que quand vous appliquez des algorithmes data science, ça ne demande pas de travail. Si, ça en demande, mais c'est différent et vous pouvez le rendre scalable. Là où la labellisation manuelle, on ne peut pas le rendre scalable. C'est ça la grosse problématique qu'il y a derrière. En termes de volumétrie, nous, on s'est dit qu'il fallait à peu près avoir entre 150 et 200 emails minimum par catégorie, par thématique. Évidemment, il y a des catégories, il y a des thématiques où vous en avez beaucoup, parce que c'est des thématiques qui sont fréquentes, mais dans les thématiques moins fréquentes, et ben voilà, c'est 150, 200 mails minimum pour que quand on va appliquer un algorithme, on va pouvoir avoir suffisamment de matière pour pouvoir correctement le détecter. C'est sûr que si vous avez des micro-catégories, vous avez à chaque fois un ou deux emails,
il y a très forte chance après derrière que ça ne fonctionne pas. Donc, on est sur la partie, on a enfin réussi à faire cette deuxième étape. On est parti sur l'apprentissage. En général, hein, le côté algorithme, etc., c'est là où les data scientists s'y retrouvent le plus. On peut tester plein de choses, on peut faire plein de modèles, etc. Chez Fortuneo, on est assez pragmatique là-dessus et on commence à avoir un certain formalisme, la façon dont on aborde les sujets. Et notamment, un des premiers trucs qu'on fait en permanence, c'est d'utiliser tout ce qui est de l'auto-ML. Donc l'auto-ML, hein, c'est l'idée toute simple, c'est de dire, au lieu que ça soit un data scientist qui va rechercher un modèle, à mettre en place un modèle, on va tout simplement à automatiser cette partie-là pour que ça nous sorte, en mettant juste les données en entrée, d'avoir directement un modèle en sortie qui commence à être pertinent. Pourquoi on fait ça? Parce que ça nous permet de créer ce qu'on appelle des baselines. Ça nous permet d'avoir un premier modèle avec une première performance et de se dire, OK, maintenant, moi, en tant que data scientist, je dois battre cette performance. Et évidemment, le truc, c'est qu'un data scientist, en 2 heures, il n'a pas tout de suite son modèle, la plupart du temps. Hein, il va quand même travailler, etc. Il va créer des variables, il va créer des mots, etc. Et ça peut être long et voilà, ça peut être assez long comme process, notamment, encore une fois, je le répète, en termes de contexte, le sujet NLP chez Fortuneo était assez jeune. Et donc, on avait un peu peur, comme on a pu le faire dans l'étape précédente, de se perdre un petit peu et de passer beaucoup de temps sur des choses sur lesquelles on aurait pu aller plus vite si on avait su. Donc, l'auto-ML, ça nous est paru assez pertinente en plus dans ce domaine. Et en fait, de manière assez surprenante, on a obtenu de très bons résultats. Très honnêtement, on s'est dit, l'auto-ML, le temps qu'ils comprennent nos données, notre contexte, etc. Il y a des noms particuliers chez Fortuneo. On avait quand même quelques doutes, surtout sur d'autres thématiques, ça marche pas forcément très bien. Mais là, quand je dis bonne performance, c'est-à-dire que on avait 87% de nos emails qui étaient donc appliqués évidemment sur notre base, test, etc. Hein, les choses bien, qui étaient bien qualifiés, c'est-à-dire que à cet email-là, on a affecté la bonne thématique. Et là où on se plantait, c'était principalement sur les emails qui se ressemblaient. Et donc, quand on regardait les 3 premiers thèmes, parce que évidemment, un algorithme, ça ne vous pousse pas, c'est ce résultat-là, ça vous pose une probabilité à chaque fois. Donc, si vous regardez les 3 thématiques qui avaient la plus forte probabilité, eh bien, on était à un niveau de seuil de confiance, un niveau de bonne classification de 98%. Donc, 90% du temps, on avait raison dans les 3 thématiques qu'on poussait pour un email en particulier. Donc, évidemment, quand on a ce type de résultat, nous, par rapport à notre contexte à nous, ça nous satisfait. Alors, évidemment, si vous travaillez dans le médical, etc., et que vous vaccinez, etc., 87%, si dans 13% de vos cas, vos patients meurent, non, je ne vous conseille pas. Mais nous, on n'était pas là-dessus. On était plutôt pour optimiser ce qu'on avait et donc de faire gagner du temps et déjà de trouver la bonne catégorie. Voilà. On était déjà, si on avait, nous, objectivement, on avait déjà, si on avait un ratio autour de 60-70% de bonne classification, déjà pour nous, on commençait à être pertinent en termes de ROI. Donc là, vous imaginez bien qu'on était très bien. Et donc, sur cette thématique-là, on s'est arrêté. Et maintenant, sur qu'est-ce qu'on fait finalement, nous, il y a 2 poursuites qui sont faites. C'est de compléter en fait ce qu'on a actuellement. On a un outil qui permet de classer automatiquement les emails. Ça fait gagner du temps, notamment, je vous en ai pas parlé, mais on a des templates de réponses qui sont déjà préparés, qui aident les conseillers. Ça nous permet de pousser le bon template aux conseillers. Donc, en tout cas, là, actuellement, les 3 meilleures propositions. Donc, ça lui fait gagner beaucoup de temps parce que des templates de réponse, il y en a 300. Hein, donc, à chaque fois, il est obligé de rentrer dans une grande liste et d'aller chercher à la main. Donc, ça lui fait déjà gagner du temps à ce niveau-là. Et puis, ensuite, ça nous permet de se faire un focus sur les thèmes les plus fréquents et d'apporter des réponses
plus rapide. Typiquement, on a souvent des sujets qui sont assez simples, de dire, tiens, j'aimerais bien augmenter mon plafond bancaire. Ce que fait le conseiller la plupart du temps, c'est, tiens, je regarde si en termes de revenus, en termes de dépenses, etc., je peux me permettre de lui augmenter. Oui, non. Et puis ensuite, on lui fait. Donc là, typiquement, si on arrive directement à apporter tous les éléments des outils d'aide à la décision, au lieu finalement que ce soit le conseiller qui aille voir, on lui apporte directement les éléments. C'est sur quoi là on est en train de travailler, sachant que sur le chantier meilleure labellisation des emails, meilleure bonne classification des emails, pour l'instant il est en stand-by, on va le reprendre parce que on pense qu'on peut faire mieux et puis avec le temps, on monte aussi en maturité. On a aussi un contexte qui évolue avec le temps, notamment par exemple avec le Covid, avec le confinement, etc. Ça a fait faire poser plein de nouvelles questions qu'on n'avait jamais vues par le passé de nos clients. Tiens, je suis confiné chez moi. Est-ce que il y a des frais d'inactivité, par exemple? Ou alors, il y a le confinement, etc. Il n'y a plus les services essentiels. Est-ce que si j'ai un problème, je peux quand même vous contacter, etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont des questions assez naturelles de nos clients. Il y a un contexte qui change et donc on est en droit de. Donc ces nouvelles thématiques, on travaille là-dessus pour les détecter automatiquement. Dernière partie, c'est finalement qu'est-ce qu'on a appris de tout ça. Première partie, premier point qu'on a appris, c'est déjà de faire simple. Faire simple, c'est d'utiliser de l'existant. C'est faire simple, c'est aussi d'avoir une approche qui est pragmatique. Je vous ai dit, finalement, on aurait fait de suite la labellisation à la main, on aurait gagné beaucoup de temps. Faire simple, c'est aussi ne pas réinventer la roue. C'est-à-dire que des outils, il y en a plein. Nous, l'AutoML, par exemple, on n'a pas réinventé la roue, on a utilisé un outil qui était un service d'intelligence artificielle qui est fourni par Google. On a utilisé Google NLP, pour ceux qui connaissent. Ça marche très bien. Il y en a plein d'autres. Il y a AWS qui en fournit, IBM, Azure et autres. Il faut aussi le faire avec des packages open source. Voilà. Il y a des choses. C'est aussi utiliser des packages qui font toute la première partie de traitement de texte quand vous faites vos propres modèles. Il y a notamment un package qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser, mais qui est sorti nous courant pendant qu'on est en train de le faire, quand on a entendu parler à ce moment-là, qui est Mélusine, qui a été fait par la Maïf, par les équipes de la Maïf, qui, quand on l'a un petit peu testé, poké, etc., franchement, ça renvoie des bons résultats. Et la particularité de ce type de package, c'est que c'est fait, du coup, la Maïf, c'est une boîte française, c'est fait sur des problématiques françaises. Donc, c'est notamment ça intéressant, parce qu'il y a l'histoire de la langue, c'est aussi un vrai défi. Et puis, c'est que c'est pas une question technique. Ça, je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi la question de la RGPD. Là, on est sur des traitements automatiques, c'est une certaine problématique. Je viens de vous parler qu'on avait travaillé avec Google. Il y a la question de l'anonymisation des données, parce qu'évidemment, on ne va pas fournir des données bancaires sensibles, etc., à un provider public. Donc, il y a tout un travail d'anonymisation et autres à prendre en compte. Voilà. Il y a une problématique RGPD et ça, faut pas oublier parce que ça peut être très pénalisant pour vos projets. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, il y a des choses que vous pouvez faire. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Excusez-moi, je dis Google et ma box s'est allumée, c'est reconnu. Il y a la mise en place de l'industrialisation. L'industrialisation, c'est aussi d'arriver à se connecter à l'ensemble des outils que nous, le service client, a accès. Donc, c'est le CRM, c'est notre outil d'emailing, etc., etc. Nos données internes. Et ça, c'est aussi un vrai challenge parce que c'est très transversal. C'est pas uniquement nous, dans notre petit coin à la data, qui faisons les choses et puis on a nos résultats sur notre poste ou sur notre environnement technique. Non, il faut que ça soit évidemment en interconnexion. Et donc ça, c'est des questions techniques qui prennent beaucoup de temps et qui sont pas uniquement, c'est pas de la data pour en parler, c'est de l'IT. Et c'est aussi des process métiers à avoir en tête. Et puis le dernier point, en général, qu'on néglige un petit peu, c'est la conduite du changement. En termes, on a un nouvel outil. Comment on fait pour que ces utilisateurs-là exploitent ce nouveau outil? La question de la confiance, évidemment, dans le nouvel outil. Donc là, quand on apporte des bons résultats, comme on a pu le faire sur ce sujet,
la confiance, elle vient assez naturellement, et puis en termes de gain de temps, ils le voient directement sur le terrain. Il y a aussi également de se poser la question, si on fait gagner du temps à nos conseillers, si on fait une partie, si on pré-match une partie du travail chez nos conseillers, jusqu'où est-ce que ça va? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut, in fine, remplacer le conseiller par, comme j'ai tout à l'heure parlé d'un bot, etc. Nous, c'est pas tellement la philosophie chez Fortuno, on apporte juste de l'aide, mais si une demande, vous mettez une demi-heure à traiter et que demain, vous mettez 10 minutes à la traiter, vous gagnez 20 minutes de temps, ça veut dire que potentiellement, votre conseiller peut traiter 2, 3 mails, enfin 1 ou 2 mails supplémentaires par rapport au temps. Donc ça double ou triple vos capacités à faire. Donc, potentiellement, si vous avez 100 conseillers et que vous avez triplé votre capacité à faire, il n'y a peut-être pas nécessité d'avoir autant de conseillers. Donc après, ça pose des questions de est-ce que je dois licencier les gens, etc. Parce que en fait, j'ai trop de monde pour pas suffisamment de besoins. Voilà, chez Fortunéo, vu qu'on est en croissance permanente, 10% par an à peu près, etc. Donc c'est quand même assez important. On n'a pas de problématique là, mais c'est plutôt des problématiques de dire, j'avais prévu d'engager tant de volume de personnes, tant de nombre de personnes supplémentaires pour répondre à nos besoins. Vu que le besoin est moindre, j'ai besoin d'embaucher un peu moins. Donc voilà. Donc c'est aussi des questions RH qui sont importantes à avoir en tête. Je vois qu'il est 50, donc on s'était dit un peu moins, j'ai un peu débordé, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis si vous avez des questions, c'est le bon. Super. Merci Adrien pour ce talk. Très intéressant, en plus, retour d'expérience très concret. Tu as bien mis le point, je trouve, sur quelque chose qu'on sous-estime en NLP, qui est toute la préparation des données, notamment la labellisation, qui est très très longue, qui est quand même un des nerfs de la guerre. Pour tous ceux qui ont des questions, dans le côté chat, vous avez un chat questions, donc n'hésitez pas à les poser là. Là, je vois qu'il y a une première question, Adrien, je vais te les lire, de Laurent Pichard, qui demande: est-ce qu'avec la proposition de template au téléconseiller, il était également indiqué à ce dernier la catégorie prédite de manière à ce qu'il la corrige en cas d'erreur et ainsi améliorer la fonction de prédiction? C'est une assez bonne question parce que c'est un vrai sujet sur lequel on a eu à faire. C'est effectivement d'avoir le retour de la bonne classification. Parce que là, je vous parlais de bonne classification, c'est évidemment nous, en interne, quand on crée notre algorithme, etc. Quand on est en production sur le terrain, vous pouvez avoir des autres problématiques. Et donc, c'est intéressant, notamment que le conseiller dise le template que vous poussez, finalement, il n'est pas correct et il faudrait me pousser un autre. Alors, malheureusement, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'outils liés, parce que ça passe par notre CRM, etc., qui permettent aux conseillers de nous indiquer que ce n'est pas la bonne prédiction. En revanche, ce qu'on arrive à récupérer, c'est quel template le conseiller a utilisé pour répondre à la problématique client. Et donc, du coup, en fait, on s'aperçoit que on suit en fait tout simplement le volume de templates qui a été fait. Nous, on a en interne quel est l'ordre d'affichage de l'ensemble des templates. On sait si c'est le premier, le deuxième, le troisième ou un autre qui a été utilisé. Et c'est comme ça qu'on arrive à suivre comme ça les performances. Et ça nous permet également d'avoir une labellisation qui se fait du coup de manière automatisée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait fait une labellisation qui était manuelle parce qu'on n'avait pas mis en place ce type de système. On l'a mis dans le même temps en parallèle ce type de système, donc du coup pour savoir quel template était utilisé par nos conseillers. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, j'ai une question un peu complémentaire, Adrien. Tu as parlé donc du coup que toute la première étape de mise en place du modèle, ça prenait un certain nombre de temps. Là, pour le côté industriel, je ne sais pas si tu as suffisamment de recul pour y répondre, mais d'après toi, combien de temps il faudrait pour mettre en place un modèle de ce type-là en production, avec tout ce que cela implique, les problèmes de temps réel, d'accès à la donnée en temps réel, de pousser le bon résultat à chaque conseiller? Très honnêtement, je pense que ça varie énormément d'une organisation à une autre.
Chez nous, on a fait des choix d'essayer de rapidement fournir les éléments. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Là, si on vous en parle en mars 2021, je vous parle d'un sujet qui a démarré deuxième semestre 2019. Vous voyez qu'il y a eu un peu de temps qui s'est écoulé. Chez nous, ça va prendre une bonne année, typiquement, pour mettre en place techniquement ce type de solution, parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'outils qui sont interconnectés entre eux, et c'est pas évident. On a la chance côté data de pouvoir mettre en place des services d'IA assez facilement. Donc, grosso modo, ça ressemble à quoi un service IA chez nous? C'est une API. Donc, ça permet à n'importe qui de pouvoir. Donc là, typiquement, on a un service. Vous envoyez l'email, ça vous renvoie la catégorie, enfin la liste. Donc ça, de notre côté, c'est assez rapide à mettre en place. Par contre, après, derrière, faut, une fois que vous avez cette réponse-là, l'implémenter dans tel ou tel outil. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps et ça dépend beaucoup de ce que vous avez derrière. Voilà. Nous, on a mis en place à peu près un an et c'est pas complet. Typiquement, on n'a pas le retour du conseiller directement. On biaise un petit peu on essaie de prendre des raccourcis pour délivrer. Ça marche, merci pour ta transparence. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas. Non, moi j'ai l'impression que ce sera tout, Adrien, en termes de questions. Eh bien, merci à tous alors, dans ce cas-là. Merci à tous pour votre présence. On va clôturer du coup sur ça. Merci Adrien pour ton temps et la qualité de la présentation. Et excellente journée à tous et bon appétit à ceux qui ne vont pas tarder à aller déjeuner du coup. Merci. Au revoir.